Bonjour à tous, 8e vidéo sur la tectonique des plaques de première S, la subduction, le principe. Alors, attention, ici nous allons aborder la subduction telle qu'elle était comprise dans les années 60-70. On n'ira pas jusqu'à la subduction complète étudiée en terminale S. Vous êtes prêts? C'est parti! Ici, nous allons réaliser donc un schéma concernant le modèle de la subduction. Je précise bien première S, car en terminale S, on va apporter des précisions sur le mode de fonctionnement de la subduction. Pour faire notre schéma, on va commencer par représenter un axe des profondeurs pour pouvoir bien voir le niveau des différentes couches. On va commencer par la gauche, par représenter l'épaisseur de la croûte continentale qui peut aller, je vous le rappelle, jusqu'à 70 km de profondeur. La croûte continentale est constituée de granit qu'on matérialise souvent par des croix en géologie et sa densité est de 2,8. Nous sommes en phase de subduction, ce qui veut dire que nous avons au niveau 0 une croûte océanique qui s'enfonce. Cette croûte océanique va s'enfoncer jusqu'à au moins 600 ou 700 km de profondeur. Cette croûte océanique ne fait que maximum 10-12 km d'épaisseur. Elle est constituée de basalte de gabbro et sa densité est de 2,9 en moyenne. N'oublions pas que cette croûte océanique se situe en profondeur. Alors la profondeur va varier d'un endroit du globe à un autre et que donc comme elle est sous la mer, elle va recevoir des dépôts de sédiments. J'ai représenté ici une couche de sédiments et donc là on va déjà avoir un problème, c'est que les sédiments ont une moyenne de densité autour de 2-3 et qu'arriver ici, pensez bien, 2-3 ils vont pas réussir à s'enfoncer. Ils sont pas assez denses. Et en plus, on a un gros bloc de continent ici qui gêne. Donc on va avoir en fait ce qu'on appelle un prisme d'accrétion, c'est-à-dire une accumulation d'écailles de sédiments. Ça va s'accumuler, ça va se décoller, ça va faire vraiment ce qu'on appelle des écailles et ça va s'accumuler en butée de la croûte continentale. Vous avez un peu de mal à voir? Bon, c'est simple, prenez votre couteau, frottez-le sur la plaquette de beurre. Vous allez avoir des écailles de beurre, des plis de beurre qui vont se former. Vous avez encore du mal à voir? Allez, attendez. La croûte océanique, c'est la part de gâteau au chocolat. Les sédiments, c'est la chantilly. La croûte continentale, c'est la cuillère. Elle vient racler la chantilly. Vous voyez ce que ça donne là? C'est bon, les écailles de sédiments, vous voulez le visualiser? Ok, c'est bon, j'arrête parce que je commence à avoir faim. Alors, on a vu dans les vidéos précédentes que sous la croûte, nous avions de la péridotite, que cette péridotite appartient donc au manteau, et que ce manteau supérieur est divisé en deux parties, le manteau supérieur lithosphérique et le manteau supérieur asténosphérique. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux couches alors que c'est la même roche? C'est le fameux isotherme 1300 degrés. On a donc toute cette couche de péridotite qui est le manteau supérieur, mais la partie supérieure du manteau supérieur est rigide. Elle s'associe donc à la croûte océanique qui est rigide également pour former une seule et même couche qu'on appelle la lithosphère. Alors vu que sous la croûte continentale, on a pareil l'isotherme 1300 degrés qui se trouve vers 150 km de profondeur, ça signifie qu'on a donc ici un manteau lithosphérique associé à une croûte continentale, on a une lithosphère continentale. Mais voilà, souvenez-vous dans les vidéos précédentes, on a vu qu'on avait ici un gros machin froid qui plongeait. Et ce gros machin froid qui plonge, il va forcément refroidir ce qui se passe autour de lui. Donc l'isotherme 1300 degrés ne va pas s'arrêter brutalement. Toute cette zone, toute cette péridotite ici va être refroidie au contact de cette croûte océanique et de cette péridotite froide qui s'enfonce. Ce qui veut dire que l'isotherme de ce côté-là va être dévié. Et on va le voir prendre cette forme-là. Comme nous avons une lithosphère rigide et froide qui s'enfonce dans de la roche qui est rigide ici et un peu moins rigide ici, elle est ductile. Alors quand on dit ductile, c'est pas liquide comme de l'eau, d'accord? C'est quelque chose de plutôt mou comme votre gomme que vous utilisez pour gommer votre crayon de papier. D'accord? C'est plutôt de cette texture-là. Donc finalement, ça va quand même frotter et on va avoir plein de séismes. Pourquoi? Parce qu'on a des fractures de la roche qui, en essayant de s'enfoncer, on a donc deux blocs qui frottent l'un contre l'autre et forcément ça va casser. Et ces séismes sont alignés et on appelle cet alignement le plan de Wadati-Benioff du nom de leur découvreur. Ainsi, nous avons deux lithosphères qui vont venir se rencontrer, qui entrent en compression, sauf que vous avez un gros machin très épais, un petit machin pas très épais. Scooter, bus, qui c'est qui passe dessous? Bah le scoot, hein, ça fait pas le poids. Et ben là, c'est pareil. On a un scoot, on a un bus,
ça s'enfonce, ça passe dessous. Et donc en passant dessous, ça fait des chocs, tôle froissée, choc, bruit, pam 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 pam, ça pète. Bah oui, les séismes, voilà. J'ai pas trouvé mieux pour retenir. Je fais comme ça avec mes élèves. Et puis forcément, bah, c'est gore, mais il y a du sang qui coule. Alors toujours au-dessus, on a des volcans avec du magma qui va sortir. Voilà. Je sais, c'est un peu gore, mais ça marche toujours, comme ça vous arrivez à retenir. Voilà, notre schéma de subduction pour la première S.